Hello les amis, fidèles à notre désir de mettre en lumière ceux des nôtres qui se distinguent à travers leur action, leur image et même la force de leur pensée. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus déniché pour vous la perle rare. Il rafle les nominations. Il n'a pas peur de prendre des risques. Il brille par son professionnalisme et le dynamisme de ses actions. Christian Ngane nous fait l'amitié de nous ouvrir les portes de son cœur. Bienvenue à Inspiration. À tout de suite. Hello les amis, nous voici donc en compagnie de Christian Ngane. Bonjour monsieur Ngane. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous avez l'air vraiment en pleine forme, je dirais. Ah, c'est la nouvelle année, hein, il faut. On va dire que les affaires vont bien peut-être. On va dire ça. Comment fait-on pour passer du monde de la finance au monde des cosmétiques? Écoutez, moi j'ai fait de la finance, j'ai toujours adoré le management et tout ce qui était business développement, capital investissement, ingénierie financière. Donc j'ai toujours aimé l'idée de pouvoir développer un projet ou d'accompagner un projet à moyen long terme, de voir grandir ce projet. Donc j'ai eu la possibilité de conseiller des grosses sociétés quand je travaillais en banque d'affaires sur des stratégies, que ce soit de réorganisation de capital, que ce soit de levée de fonds, etc. Et passer du conseil justement au monde de l'entrepreneuriat, c'était vraiment un challenge, et avoir mon propre bébé, c'était vraiment ce que je voulais. Et d'autant plus que j'avais vraiment envie de rentrer en Afrique et développer ma propre structure. Donc c'est aussi simple que ça. Pourquoi dans les cosmétiques? Parce que c'est un secteur en pleine expansion. C'est rendre la femme belle, c'est toujours une bonne chose. Mais c'est aussi pour lutter contre les produits dépigmentants que l'on trouve sur les marchés. Donner une alternative à ces produits. Aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent des produits qui ne sont pas forcément adaptés à leur peau. Tout à fait. Ce qui nous a surtout ébloui, hein, on va dire, chez vous, c'est que vous avez quitté un travail confortable, une situation très bien, pour vous lancer dans le vide. Où est-ce que vous avez puisé la force pour faire ça? Parce que vous êtes vraiment jeté dans le vide, quitter votre travail que vous aviez en Occident pour venir en Afrique, dans un milieu économique qui n'est pas très facile, comme nous le savons, et lancer votre start-up. Comment vous avez fait? Disons que c'est vrai que le plus dur, effectivement, c'est de pouvoir démarrer, de pouvoir se lancer. C'est vraiment le plus dur. Beaucoup ont du mal. Je vous avoue que je me suis vraiment préparé psychologiquement, parce que bon, je connais aussi un peu mon pays, je connais les réalités. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais soit nous créons notre propre rêve, soit quelqu'un d'autre va nous embaucher pour développer le leur. Attention, M. Ngane de nous dire quelque chose. Soit nous créons notre propre rêve, soit quelqu'un d'autre va nous embaucher pour créer le leur. Il est important donc d'avoir déjà un objectif. Exactement. De travailler pour cet objectif. Exactement. Donc de travailler pour que son rêve prenne réalité. Voilà. Donc il faut pouvoir... tout le monde, je ne dis pas que tout le monde est fait pour l'entrepreneuriat. Hein. Bien sûr, ça dépend de la sensibilité de chacun. Il y a des personnes qui sont très bien en ayant des patrons au-dessus d'eux. Oui. Voilà, il y a des gens qui sont très performants. Il y a plusieurs façons de s'épanouir dans sa vie. Exactement. Moi, ma façon de m'épanouir, c'est justement de développer ma créativité. Et voilà. Moi, à un moment, j'étais comme un oiseau en cage. J'adore mon métier. Des fusions-acquisitions, le capital investissement, j'adore ce métier. Fusion-acquisition, capital investissement, pour moi, c'est
Voilà. C'est une langue inconnue, je n'y comprends absolument rien. Disons que Mais je pense que cela vous a probablement aidé pour mieux vous implanter. Bien sûr, bien sûr. Disons que le conseil la banque d'affaires, conseil en fusion-acquisition, disons que nous conseillons des sociétés de diverses tailles, ça dépend sur quel segment la banque d'affaires est spécialisée, sur des problématiques de levée de fonds, de financement, de cession d'actifs ou de rachat d'entreprises. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque, par exemple, Eneo, lorsque, par exemple, la Sonel, l'actionnaire de la Sonel veut céder la société à Actis, qui est l'actuel actionnaire principal avec l'État. Donc, le conseil, soit il peut être conseil à l'acheteur, on peut être conseil à l'acheteur, soit on peut être conseil au vendeur. Donc, c'est vraiment de l'ingénierie financière ou conseil au gouvernement, par exemple. Donc, c'est tout un travail d'ingénierie financière, de montage financier très complexe pour que l'opération se fasse. Est-ce que j'ai un exemple récent? Oui, par exemple, je vais ailleurs. Lorsque LinkedIn a été racheté par exemple par Microsoft, LinkedIn avait des conseils à la vente et Microsoft avait des conseils à l'achat, par exemple. Et derrière, il y a toute une batterie d'acteurs qui travaillent sur l'opération. Il y a des avocats d'affaires, parce qu'il y a un gros volet juridique, il y a des auditeurs, voilà, pour vérifier les comptes, pour voir s'il n'y a pas de cadavre dans les placards. Oui. Et il y a plein d'autres petits acteurs qui peuvent intervenir. Voilà. Et ce sont des métiers qui sont très exigeants. Il y a beaucoup de travail. On travaille très dur. Et, mais on apprend beaucoup. Justement, de différents secteurs, différents types d'opérations. On a des interlocuteurs d'un certain niveau, puisqu'on traite directement avec les dirigeants d'entreprise, oui, ou des entrepreneurs ou des directeurs financiers. Et c'est très challenging parce que justement, pour avoir même des mandats, il faut pouvoir... il y a aussi de la compétition. C'est-à-dire que si on a envie d'être conseil, c'est un peu comme un appel d'offres. Si on a envie d'être conseil pour la cession d'un projet de plusieurs milliards, bien sûr que nous ne sommes pas les seuls à vouloir avoir ce marché. Donc c'est très compétitif. Donc ce travail m'a donné énormément d'outils. Bon, ma formation initiale également. Toutes les compétences acquises lors de ce travail. Exactement. De mettre sur pied Madeleine Casalis. Exactement. C'était, je ne vais pas dire, oui, c'était plus simple. C'était beaucoup plus simple que quelqu'un qui n'a jamais touché à certains outils. Que ce soit des outils de stratégie, des outils opérationnels, oui, de montage. Donc ça m'a permis de bien mettre en place mon projet et d'anticiper un certain nombre de choses. Aujourd'hui, donc, Madeleine Casalis, c'est une entreprise qui se porte bien, oui, qui est établie au Cameroun, oui, et probablement aussi dans certains pays de la sous-région. Oui. Au Gabon, je pense, oui, mes informations sont bonnes. Oui, effectivement. Alors, donc on va dire que vous avez plus ou moins gagné votre challenge. Ça fait plus de 5 ans que votre entreprise existe. Quand on sait que la durée de vie d'une PME au Cameroun est entre 3 et 4 ans, donc vous avez déjà franchi le mur du son presque. Oui. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre encore de Madeleine Casalis? Qu'est-ce qu'on va attendre encore de Madeleine Casalis? Sûrement beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Disons que Madeleine Casalis en fait aura 5 ans dans quelques mois. Oui. Et nous sommes toujours au début, nous sommes toujours un enfant. Les Unilever, les Procter & Gamble, ce sont des entreprises qui ont plus de 100 ans. Oui. Les L'Oréal sont des entreprises qui ont plus de 70 ans. Donc, nous sommes un enfant dans le secteur, mais notre courbe, justement, elle est ascendante. Nous avançons à petits pas, parce que c'est une croissance essentiellement organique. Voilà, donc une croissance organique, c'est qu'on a un résultat et on réinvestit tout. Donc nous n'avons pas des bailleurs de fonds avec des milliards derrière nous, oui, qui injectent constamment de l'argent. C'est votre fighting spirit qui vous fait avancer. Voilà, exactement. Donc il faut être très prudent. Il faut aller pas à pas, il ne faut pas se précipiter. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des fans, par exemple, qui attendent certaines choses de nous, oui, qui sont pressés, bien évidemment, c'est normal, oui, c'est normal. Mais il faut laisser le temps au temps.
il faut laisser l'entreprise grossir. Il y a énormément de perspectives et de partenariats qui sont en cours de finalisation. Quand vous parlez de Madeleine Casalis, vous parlez de nous. Qu'est-ce que vous mettez dans nous? Nous, je parle de l'équipe parce que c'est Voilà. une équipe, c'est-à-dire que je suis le dirigeant. J'ai créé la société, j'ai créé le concept, j'ai développé, mais ça ne peut pas être fait seul, bien sûr. Comme on dit en Afrique, une seule main n'attache pas un paquet. C'est bien ça. Voilà. Donc c'est exactement ça. Il y a une équipe qui travaille avec moi. J'ai une équipe fidèle et qui croit à la société, à la vision, à la marque. Et voilà. Et nous, d'ailleurs, nous sommes en train de recruter aussi. Et nous encourageons justement des jeunes à postuler chez nous parce qu'il y a beaucoup de perspectives. Mais surtout, nous voulons des jeunes travailleurs, des gens qui ont envie de se battre et qui croient, qui vont partager la vision, qui adoptent la société, pas juste des jeunes qui vont venir s'asseoir et attendre un salaire. J'ai lu quelque part que vous ne voulez pas des gens qui travaillent avec vous qui n'ont pas de passion. Vous ne voulez pas ceux qui viennent s'asseoir dans un bureau et qui viennent attendre un salaire. Donc vous pensez que la passion, c'est quelque chose qui permet de nous pousser vers l'avant, qui permet de pousser non seulement l'individu dans ses choix, mais aussi qui peut permettre de pousser une entreprise encore plus haut. Bien sûr. Il faut faire les choses par passion. C'est comme ça que nous sommes le plus efficaces. Il faut faire les choses par passion. C'est ce que nous dit M. Ngan. Nous allons faire ici notre premier stop et nous allons découvrir ce que la passion permet à M. Ngan de faire. À tout à l'heure. Inspiration. Une fois de plus, nous avons déniché pour vous la perle rare. Christian Ngan est sur notre plateau. Nous allons découvrir l'homme après avoir découvert l'homme d'affaires. Maintenant, nous allons parler de l'homme. Monsieur Ngan, quelle place à la foi dans votre vie? La foi a une place très très importante dans ma vie. Moi, je dis souvent une chose, pour réussir, il y a deux choses. Il y a le travail et il y a Dieu. Donc, sans ça, rien n'est possible. Donc, j'ai été élevé dans un univers chrétien. C'est très important. Je ne rate jamais une occasion de remercier le ciel pour tout ce qui nous a amenés ici. Et plus on avance, justement, plus ça confirme justement qu'il est là, il veille sur nous, il veille sur l'entreprise. Donc la foi est très importante. Donc c'est justement un mélange de ça, un mélange de sa croyance personnelle, mais également de sa détermination. Voilà. Ah, vous voulez dire que la foi seule ne suffit pas toujours, il faut avoir de la détermination, il faut passer à l'action. Disons que non, peut-être je me suis mal exprimé, mais oui. Disons que c'est la foi, mais dans la foi, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'il y a sa croyance religieuse, mais il y a aussi... en fait, non, c'est ça qui permet d'avoir une assurance. C'est ça qui permet de se dire, ok, nous sommes arrivés jusque-là, ce n'est pas par hasard, et nous continuons. Ce n'est pas par hasard. Oui. Vous pensez qu'il n'y a pas de hasard? Le hasard n'existe pas? Je pense que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Je pense que le hasard n'existe pas. Je pense que nous naissons tous avec un talent, avec quelque chose en nous. Comment faire pour connaître ce talent que nous avons en nous? Parce qu'en fait, nos auditeurs sont surtout intéressés par comment vous avez fait pour déterminer que votre talent, justement, c'était d'être un entrepreneur. Comment vous faites? Il y a plusieurs essais, vous faites plusieurs choses en même temps, et puis finalement, au bout, on arrive à savoir ce qu'on est venu faire sur cette terre. C'est une question très intéressante. Comment on sait? Disons que, on le sait parce que des gens travaillent. Lorsqu'on travaille, on est face à certaines barrières. On reprend, on échoue, voilà. Le souci de l'échec, voilà. La peur de l'échec. Voilà. On voit ce qui nous plaît, on voit ce qui ne nous plaît pas, on réessaie, il y a un sentiment fort lorsque par exemple, comment savoir qu'on est passionné par quelque chose? C'est-à-dire qu'on est capable de rester
des heures et des heures sur cette chose sans qu'on nous verse un seul centime. C'est ça la passion. C'est ça la passion. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on vous dit maintenant, restez un an à travailler sur la même chose sans qu'on vous verse un seul centime, c'est que non, vous êtes vraiment passionné par ce que vous faites. Vous pensez vraiment que la passion peut permettre à quelqu'un de travailler sans tenir compte de ce qui peut rentrer financièrement? Non, il doit tenir compte. On ne vit pas que de passion quand même. Bien sûr, on ne vit pas. Non, là je parle d'identifier la passion. Oui. Maintenant, il faut transformer cette passion en quelque chose de... Voilà. Et c'est ça justement qui est fort. C'est une fois que... Parce que je dis qu'il y a un talent qui est... Voilà. Chacun doit pouvoir l'identifier. Mais on ne l'identifie pas comme ça. On l'identifie à force de travail, à force de côtoyer des gens, à force de se cultiver et d'avoir un intérêt pour quelque chose. Mais on l'identifie aussi en prenant du recul. C'est aussi important par moment de prendre du recul. C'est pour ça que la vie spirituelle est aussi très importante. C'est-à-dire de se mettre dans son coin, de réfléchir, de penser tranquillement, de faire un tour dans la nature, etc. Et de ressentir les choses. Et c'est quand on ressent les choses... Il est important de ressentir les choses. On doit ressentir les choses. Et lorsqu'on ressent les choses, on sait ce qui nous fait du bien. Lorsqu'on est loin du bruit, lorsqu'on est loin du tumulte, on arrive à faire une introspection. C'est important de faire cette introspection. Et certaines personnes, justement, n'arrivent pas à déterminer quelle est leur passion, pourquoi ils sont destinés, parce qu'ils sont dans des environnements où il y a beaucoup de bruit. Vous venez de dire que certaines personnes n'arrivent pas à déterminer quelle est leur passion, ce à quoi ils sont destinés. Donc vous pensez que sur cette terre, ce à quoi nous sommes destinés ne peut venir que de notre passion, ou alors il est possible qu'on se construise un destin, on se construise une vision au-delà peut-être de ce qui pourrait être notre passion. On peut se construire, mais ce sera beaucoup plus difficile. Si par exemple on a la passion d'aider les enfants défavorisés, etc., même si on se dit, bon, on peut regarder ça, on se dit, ok, par pitié, on regarde, ah, ces enfants n'ont rien, etc., je vais les aider, etc. On va le faire une fois, deux fois, et troisième fois, ça va nous saouler. Et on va essayer de se forcer pour le faire, parce que bon, notre conscience nous appelle, mais au final, c'est pas ça qui nous passionne vraiment. Voilà, donc il faut pouvoir vraiment identifier. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens autour de nous, et il y a tellement de bruit autour de nous, des gens qui nous disent, ok, tu devrais prendre cette route, tu devrais prendre telle autre route, ou bien des gens qui nous critiquent, ou bien des gens la critiquent. Il y a des personnes qui sont spécialistes dans la critique et nulles dans la construction. Voilà, des gens qui nous critiquent, des gens qui émettent toujours des avis, des gens qui veulent justement que tu construises leurs propres rêves, voilà. ou bien qui font une projection sur toi par rapport à leurs échecs passés. Ils se disent, ah, comme certains parents disent, ah, je n'ai pas réussi à être par exemple une grande actrice, ma fille va être une grande actrice. Et c'est comme ça que l'enfant est complètement perturbé. Mais voilà, l'enfant est perturbé, il quitte sa trajectoire, peut-être pour faire plaisir à tel ou tel, mais voilà. Mais il faut pouvoir soi-même aussi avoir la capacité de se détacher de ça. Moi, quand je suis rentré, c'est pas pour revenir sur Madeleine Cazalis, mais pour rentrer, par exemple, mon père n'a pas voulu que je quitte la France. J'ai eu un gros clash avec mon père. Ah, vous avez fait face à l'autorité parentale. J'ai fait face à l'autorité et j'ai bravé, voilà, et j'ai dit non, je vais rentrer. Donc vous avez été ce qu'on appelle en Afrique un mauvais enfant, parce que vous n'avez pas obéi. Voilà, exactement. Mais le fait de ne pas obéir, parfois, pour suivre sa passion, il faut être désobéissant. Exactement. Et c'est ça en fait. Et c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont dans la diaspora aujourd'hui, qui sont frustrés. Parce qu'ils voient l'Afrique de loin, ils se disent j'ai envie de rentrer, j'ai envie de faire tel truc. Mais il y a peut-être une autorité parentale, il y a une peur de braver cette autorité. Quand ton père te dit je vais te renier, je vais faire ceci, si tu... et finalement, ils gardent cette réserve, mais il y a toujours de la frustration. Mais ils ne seront jamais vraiment épanouis parce que voilà, ils n'arrivent pas à se libérer de ces chaînes. Et il faut pouvoir se libérer de ces chaînes. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas à se libérer de ces chaînes. Il y a des personnes qui se sont faites elles-mêmes. Donc je parle de certaines... mais parfois il faut se libérer
des chaînes je veux dire, de la domination. Oui. Hein, des chaînes justement de l'autorité, que ce soit une autorité parentale, une autorité sociale, parce que parfois même notre société a une certaine autorité sur nous. Donc il faut se libérer de ces chaînes, suivre sa passion, suivre son objectif pour arriver un jour à construire sa destinée sur ce qu'on a choisi d'être. Parce que justement, comme vous le disiez, la passion c'est une chose. Le business c'est autre chose. Voilà, on peut avoir une passion pour le business, un peu comme moi. On peut avoir une passion pour une passion qui peut être rémunératrice. Quelqu'un musicien, voilà, qui peut voilà. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant, une fois qu'on a identifié sa passion, comment transformer cette passion en quelque chose de rentable, quelque chose qui peut créer de la valeur, voilà, c'est-à-dire créer véritablement de la valeur. Donc on a identifié cette passion, maintenant on identifie que cette passion, ok, je peux en tirer quelque chose, je peux faire du bien aux gens, mais en même temps je peux en tirer quelque chose. Donc c'est ce processus. Mais ce processus passe justement par de l'introspection. On peut pas faire, je pense, de grandes choses si on ne se connaît pas soi-même. On ne peut pas faire de grandes choses si on ne se connaît pas soi-même. Voilà. Christian Gall. Voilà. Et c'est sur ce que nous allons faire notre deuxième pause. Pour suivre sa passion, M. Ngan a dû faire des choix. Mais alors, quels sont les jalons qui vous ont permis de faire vos choix? Ça, c'est une question que je pose toujours. En fait, c'est ma question préférée. Comment vous faites pour faire vos choix? Qu'est-ce qui vous guide? Sur quoi vous vous basez? Comment vous faites pour faire vos choix dans la vie? Que ce soit des choix professionnels, des choix privés ou de tout autre ordre. Comment vous faites? Sur quoi vous vous basez? Qu'est-ce qui vous guide quand vous faites vos choix? Bon, la première chose, c'est est-ce que je me vois faire ça sur une très longue période? Est-ce que ça contribue à mon équilibre global? Je donne un exemple. Moi, j'estime que la vie, c'est un peu comme une chaise. Voilà. La vie, c'est comme une chaise. Oui, c'est particulier comme raisonnement. Disons que c'est une chaise, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Donc, pour moi, il y a les 4 pieds. Donc, les 4 pieds seraient, je vais dire, la famille, les amis, le travail et soi-même. Voilà. Donc, les 4 piliers de la vie. Piliers ou pieds? Pieds. Les pieds d'une chaise. Les piliers. Les pieds de la vie. Voilà, la famille, les amis, le travail. Le travail. Et vous-même. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça. Dans la famille, dedans, il y a le couple, il y a les parents, il y a tout ça. Le siège lui-même, c'est cette plénitude spirituelle. Voilà. Donc, si on privilégie l'un par rapport à l'autre, on perd l'équilibre. C'est-à-dire que pour moi, ça va être du 25%. Donc, c'est... Pour pouvoir garder cette harmonie. Exactement. Il faut pouvoir garder cette harmonie. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir une famille, il faut être proche de sa famille, mais il ne faut pas avoir une famille trop envahissante. Parce que c'est qui est difficile chez nous. Hein? Ouais, c'est très difficile. Mais il faut savoir mettre des barrières. Mettre des barrières. Ça n'empêche pas d'être très proche de sa famille, de passer les meilleurs moments, mais il faut pouvoir... De la même manière, c'est important d'avoir des amis. C'est important d'avoir des gens sur qui on peut compter, des gens avec qui échanger, des gens avec qui on peut s'amuser, etc. Ils peuvent nous donner une autre perspective. Maintenant, pour le travail, il faut être actif. Quand je dis travail, c'est l'activité. Il faut être actif, il faut développer ses passions, etc. Et enfin, soi-même, je parlais d'introspection tout à l'heure, soi-même c'est quoi? C'est pouvoir prendre du recul, pouvoir prendre du temps pour soi-même, pouvoir faire du sport, pouvoir sa santé personnelle, etc. De mon expérience personnelle, nous avons tous des expériences de vie. Lorsque l'un déborde trop sur l'autre, il commence à avoir un déséquilibre.
moi, quand je travaillais en France, mon travail c'était 80%. Voilà, 80% de tout. Donc, dans ces conditions... Le travail avait pris vraiment le dessus. Avait pris le dessus. Sauf que le travail ne fait pas tout. Moi, je suis un gros bosseur. Ouais. Voilà, je n'ai pas peur de bosser des heures et des heures, des nuits blanches. Voilà, je suis un gros bosseur. Mais il faut savoir qu'il y a un équilibre. Et notre vie, voilà, il faut savoir qu'il y a d'autres choses qui sont importantes. Pourquoi nous travaillons? Pourquoi nous travaillons? Pourquoi avons-nous des amis? Pourquoi il est important, ok, de ne pas s'isoler, mais de ne pas rester toujours dans la masse, dans une foule, etc. J'ai envie de dire que c'est à moi que vous parlez. Il faudrait que je cesse de travailler et que je pense à maintenir l'équilibre dans tous ces piliers de vie, justement. C'est très important, ça. Le tout n'est pas de... Il faut toujours bosser. Il faut bosser dur. Il faut bosser dur, mais il ne faut pas oublier le reste. Il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas s'isoler. Il n'y a pas que le travail. Il n'y a pas que le travail, effectivement. Le travail doit être intense. Il faut travailler, il faut bosser dur. Il faut bosser dur. Mais il faut se rappeler, une fois qu'on a bossé dur, que je dois aussi avoir un petit temps pour moi. Même s'il n'est pas, mais voilà. Le tout n'est pas d'avoir du 0%, 0%. Oui. Nous sommes des êtres humains. On peut avoir 40% de travail, 20% ici, voilà. Ce n'est pas... pouvoir manager tout ça. Il faut pouvoir manager. Après, il y en a d'autres, il y en a, ils travaillent avec la femme. Bon, voilà, là, mais ce n'est pas exactement la même chose. Voilà, il y en a, il faut pouvoir faire ça pour maintenir l'équilibre. C'est très très important. J'ai déjà remarqué que lorsque je supprime un, voilà. Les 3 autres piliers sont un peu... voilà. Donc, il faut toujours se rappeler ça, je pense. Donc, c'est le désir, la volonté de mettre l'harmonie. C'est ça. Dans ces 4 piliers qui vous permettent justement de guider, de faire vos choix. C'est ça. Donc, vous faites vos choix en fonction de l'harmonie qui doit régner dans votre vie. Après, l'Afrique, c'est chez moi. L'Afrique, c'est chez vous. Voilà, donc c'est un choix de rentrer chez moi, tout simplement. Et le retour à la terre-mère. Le retour à la terre, voilà. Oui, tout simplement. Si je vous dis, donnez-moi une couleur, ce serait laquelle votre couleur? Bleu. Bleu? Pourquoi bleu? Parce que c'est ma couleur préférée, couleur d'homme. La couleur de l'harmonie aussi. Voilà. Tout type de bleu. Là. Voilà. Tout type de bleu. Votre plat préféré? Ah oui, on aimerait bien savoir ce que M. Nga aime manger. Nous avons tellement de bonnes choses. Moi, je vais dire un bon steak frit avec des plantains frits, voilà. Ah oui, voilà, ça c'est bon. Moi aussi j'aime bien ça. Voilà, mais il y en a d'autres. Hein. Quel est le proverbe ou alors la phrase qui guide votre vie? Est-ce que vous en avez une? J'ai plein de petites phrases qui guident. Quelle est celle qui est au-dessus de toutes les autres? C'est difficile ça. Celle qui est au-dessus. Oui. J'en ai tellement qui me viennent à l'esprit. Bon, disons que on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Non. Par exemple. On n'a rien sans rien. Bon, sur ce, nous allons terminer notre entretien. Et merci beaucoup de nous avoir fait l'amitié de nous recevoir dans vos locaux. Merci beaucoup. Et surtout, nous espérons que vous allez rester connectés sur Roots TV pour voir l'émission et toutes les autres émissions à venir aussi. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. On n'a rien sans rien, comme nous le dit Christian Nga. Retenez bien cette phrase. Et moi, je vous quitte avec ma phrase préférée. Le vent qui déracine le baobab n'empêche pas l'oiseau de s'envoler. À très bientôt.